Bonjour, ici Temi Kaba, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo 6 conseils pour devenir un pro du trading. Sans plus attendre, nous allons passer au premier conseil. Posez-vous les bonnes questions. La plupart du temps, les personnes arrivent sur le trading, elles ne se posent même pas la question de savoir si ce métier est fait pour eux. Eh bien, moi je vous le dis de suite, posez-vous la question, êtes-vous fait pour le trading? C'est quoi le trading? Je vais vous donner une définition très rapide. Le job de trader consiste à prendre des risques calculés. Dans risque calculé, il y a risque et il y a calcul. Le risque, c'est prendre une position sur laquelle l'issue est incertaine. On ne sait pas ce qui va se passer. Le calcul, c'est qu'on ne prend pas n'importe quel risque. On va le calculer, le mesurer, l'évaluer. Bref, le job d'un trader consiste à prendre de bons risques. C'est-à-dire de prendre des positions sur des situations probables et où finalement le potentiel de perte est faible. Et donc, le trader va acheter ou va vendre si et seulement si la probabilité que le mouvement se dessine est élevée. Mais il va également gérer son risque de manière optimale, c'est-à-dire qu'il ne va pas effectivement prendre des risques démesurés. Et donc, il est dans une situation où si le marché ne lui donne pas raison, il sort. Prenons le cas de l'immobilier, par exemple. Vous voulez acheter une maison. Vous allez évaluer le prix selon le marché, d'accord? Mais pas seulement. D'autres critères, etc. Mais le but pour vous, c'est de faire une bonne affaire, c'est-à-dire de ne pas acheter quelque chose trop cher et de se dire, si jamais je veux me défaire de mon bien immobilier, je peux m'en défaire très rapidement, à bon prix, et je suis sûr, ou quasi sûr, de pouvoir effectivement sortir avec soit une plus-value, soit une moins-value très faible. Le trading est un job qui se rapproche énormément des échecs. Pourquoi ? Parce que comme aux échecs, un bon trader, c'est un stratège, donc il élabore des stratégies en temps réel et en permanence. Il doit gérer ses émotions de manière optimale en situation. Il doit également être super concentré. Et je vais revenir plus tard sur la concentration, l'importance de la concentration en trading. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir 6 écrans, un flux, un compte chez un courtier pour devenir trader. Non, trader, c'est un job. Il ne suffit pas effectivement d'avoir des écrans et d'avoir un compte chez un courtier pour se considérer comme un trader. Un trader, c'est un pro dans son domaine. Alors, au-delà des échecs, et c'est vrai que la différence entre le trading et les échecs, c'est qu'il y a l'enjeu financier. Un trader prend des risques avec son argent, avec son capital. Et à partir de là, il y a des gains et des pertes en permanence et en temps réel. Et donc, ça exerce une grosse pression sur le plan psychologique. Le trader parfait selon Michael Marcus. Michael Marcus est un grand trader de légende. Et selon Michael Marcus, le trading est une activité où l'on peut, si l'on est discipliné et méthodique, gagner $1 million très rapidement. Je trouve que Michael Marcus a raison. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a ces deux aspects, la discipline, la méthode. Et la discipline, ça veut dire être capable d'avoir un plan de trading et de l'appliquer. Et donc cette méthode, c'est avoir une méthode, un avantage par rapport aux autres. Un plan de trading, un ensemble de signaux qui nous permettent effectivement de battre les marchés. Selon Marcus, les traders qui réussissent ont les qualités suivantes. Tout d'abord, ils sont indépendants et ont une forte personnalité. Indépendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de ne pas suivre ce que font les autres. Et je vais beaucoup insister sur l'indépendance. D'accord ? L'indépendance, c'est quand tout le monde dit c'est vert, vous dites c'est rouge. L'indépendance, c'est quand tout le monde dit moi je ne fais rien, vous dites je fais. D'accord ? Donc vous avez également le courage, c'est cette forte personnalité. Ils sont capables de prendre des positions que les autres traders ne sont pas capables de prendre et c'est ce qui caractérise un trader. Attention, et là c'est important, je vais faire un petit point. Beaucoup de personnes pensent que le trading c'est du risque, c'est prendre énormément de risques. Non. Un trader, c'est quelqu'un de conservateur, c'est quelqu'un qui prend des risques intelligents, d'accord ? C'est pas un cascadeur ou un kamikaze ou un casse-cou. Non, c'est quelqu'un qui aime le risque, mais qui ne prend pas n'importe quel risque. La nuance, elle est importante. Un bon trader, à mon sens, doit également avoir cet esprit de compétition et être persévérant. Attention. Quand je parle d'esprit de compétition, ça ne veut pas dire être jaloux, jalouser les autres ou vouloir écraser les autres. Attention, en trading, l'esprit de compétition, ça signifie être bon. Faire
en sorte de progresser, faire en sorte d'améliorer sa technique, son approche, d'accord? Donc, on a cet esprit de compétition dans l'esprit sportif. C'est-à-dire que comme dans le sport de haut niveau, on cherche à être meilleur, on cherche à s'améliorer en permanence. Je vais reprendre par exemple le cas des études, notamment l'agrégation que je connais bien puisque j'ai passé ce concours. Certaines personnes que je connais personnellement ont retenté le concours de l'agrégation à 4 reprises, d'autres beaucoup plus. On a également certaines personnalités très connues, historiques, notamment Léopold Senghor, feu Léopold Senghor, qui était auparavant le président du Sénégal, académicien, etc., qui a retenté l'agrégation à 3 reprises avant de l'obtenir. Jean-Paul Sartre, à qui on a décerné le prix Nobel de littérature et qui l'a refusé. Jean-Paul Sartre a dû retenter l'agrégation à 2 reprises avant de l'obtenir. Donc on voit bien qu'il est important d'être persévérant, malgré ses qualités de départ, parce qu'on peut être très bon et le jour J, on n'est pas là. Par exemple, dans un concours, ou même sur les marchés financiers, bien, on n'est pas là, on n'est pas dans les dispositions et on échoue. Il faut croire dans ses chances de réussir et il faut aller jusqu'au bout. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir en trading? Alors, il y en a plusieurs, mais là, j'en ai effectivement relevé quelques-unes, les plus importantes. Tout d'abord, une agilité avec les chiffres. Attention, ici, nul besoin d'être un polytechnicien ou extrêmement brillant en mathématiques. Le but, c'est quoi? Un trader, c'est quelqu'un qui évalue rapidement le risque, les probabilités, qui se dit c'est un bon trade, c'est un mauvais trade. Avec le temps, vous serez capable effectivement d'évaluer rapidement les opportunités, de savoir si c'est une bonne opportunité ou pas. C'est d'ailleurs ce que je fais régulièrement avec mes étudiants. À chaque fois, je leur pose la question, c'est un bon trade ou pas? J'achète ou j'achète pas? Je vends ou je ne vends pas? D'accord? Et donc, avec le temps, vous allez vous entraîner, vous serez capable, à terme, effectivement, d'avoir cette agilité avec les chiffres. L'indépendance d'esprit, on vient d'en parler, donc être capable de détacher de ce que pensent les autres, de ce que font les autres, d'avoir sa propre opinion et de prendre ses propres décisions. D'ailleurs, j'insiste énormément lors de mes coachings sur cette indépendance. Même si moi, le coach de mes étudiants, je dis le marché monte, les étudiants ne sont pas obligés de me suivre. Par contre, et moi c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est à chaque fois que vous voulez prendre une position, vous devez toujours m'apporter des arguments. C'est-à-dire pourquoi, les raisons à l'origine de votre décision et de votre position. Pourquoi vous prenez une décision? Donc, l'indépendance, ça ne veut pas dire aussi s'entêter, ou ça ne veut pas dire être borné, ou ça ne veut pas dire s'opposer pour s'opposer. Non, c'est je m'oppose, mais parce que j'ai des critères, j'ai des signaux qui me disent qu'il faut le faire. L'autonomie, ne pas dépendre des autres pour ses analyses, c'est également un critère très important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne donne pas d'analyse. J'étais analyste auparavant et j'ai conseillé pas mal de gérants, etc. Mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose pour un gérant ou pour un trader de suivre les analyses d'une autre personne. Si on fait du trading, il faut suivre ses propres analyses. Si on fait de la gestion, il faut suivre ses propres analyses et faire ses propres analyses. D'accord? C'est important. Autre critère, l'intérêt marqué pour la psychologie humaine. Bon, vous le savez sans doute, mais sur les marchés financiers, la psychologie est omniprésente. Il n'y a que de la psychologie. À partir de là, il faut aimer la psychologie. Ces situations d'euphorie, de panique, de stress, d'attentisme, etc. Eh bien, effectivement, il faut aimer la psychologie humaine, il faut avoir un intérêt, il faut la comprendre, il faut la maîtriser et il faut se l'appliquer à soi. Parce que non seulement il faut comprendre comment les autres interagissent, mais il faut également comprendre comment nous, on est influencé par le marché financier, nos biais psychologiques, nos erreurs, etc. Tout ça, il va falloir apprendre à l'analyser, le décortiquer et prendre les bonnes mesures. Autre qualité indispensable, la capacité à se concentrer et à se focaliser. C'est indispensable. Et je dirais que beaucoup de gens, lorsqu'ils font du trading, ils sont là à téléphoner, à appeler, à aller sur Facebook. Ils ne seront jamais traders. D'accord? Si vous voulez faire du trading, concentrez-vous. On évite toute dispersion, on se focalise. Enfin, dernière qualité qui pour moi est la plus importante, l'humilité. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que beaucoup de personnes brillantes, diplômées des meilleures écoles, douées en trading, vont à un certain moment se prendre un râteau monumental, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été suffisamment humbles. L'humilité, c'est toujours se remettre en question.
L'humilité, c'est être modeste. L'humilité, c'est de se dire le marché a toujours raison. L'humilité, c'est d'accepter le fait qu'on n'a pas et qu'il est très difficile d'avoir une emprise sur les choses. On prend ce que le marché nous donne. Point. Rassurez-vous. Il y a beaucoup de personnes, après avoir lu ces qualités, se disent « Bon, je ne pourrai jamais devenir trader. » Rassurez-vous, la plupart de ces qualités se travaillent et peuvent s'acquérir. Je peux vous dire que, élève, au lycée, je n'étais pas quelqu'un de très concentré. Alors, je n'avais pas forcément un intérêt marqué pour la psychologie. L'indépendance, ça dépend. Bon, j'étais tout de même quelqu'un d'assez indépendant, d'assez autonome. Néanmoins, ces qualités, elles se travaillent. Elles peuvent s'acquérir. Donc, pas d'inquiétude sur ce plan-là. Néanmoins, c'est l'expérience qui vous permettra effectivement d'identifier vos forces et vos faiblesses, le style qui vous convient, puisque comme vous le savez, il y a énormément de styles en trading. Mais les plus importants, c'est le scalping. Donc scalping, c'est je prends énormément de positions au sein d'une même séance. Le day trading, je prends 4, 5, 3 positions par jour. Donc, et mes positions sont clôturées avant la fin de la séance. Le swing trading, je prends des positions sur 2 jours, 7 jours, 2 mois, 3 mois, peu importe. Et l'investissement classique. Bref, il faut effectivement être capable de déterminer le style qui vous convient le mieux. Mais également le travail que vous devrez réaliser pour viser l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est maîtriser les marchés, maîtriser sa psychologie, maîtriser le processus, travailler en permanence pour devenir meilleur. Le plus important dans tout ça, c'est avant d'envisager une carrière dans le trading, c'est de se poser cette question. Ai-je envie de devenir un bon trader? Tout simplement. Si effectivement, donc, suivez, moi il y a plein de vidéos, etc. Donc vous aurez l'occasion de voir, de poser des questions, etc. N'hésitez pas à lire des bouquins, à aller sur effectivement des sites qui parlent de trading. L'essentiel, c'est de vous faire une idée de ce job. Et ensuite de vous poser les bonnes questions. Ai-je envie de devenir un bon trader? Il y a un bouquin que j'ai écrit, que je vous conseille, c'est Psychologie des grands traders. Il y a également l'art du trading. Pourquoi je vous conseille Psychologie des grands traders? Parce que je parle des traders, je parle de leur parcours, je parle de la psychologie. Donc c'est un bouquin assez complet dans lequel vous aurez quelques éléments de réponse et ça vous permettra justement de prendre du recul par rapport à cette question et de trouver les bonnes réponses. Donc, après avoir posé cette question, il va falloir trouver les réponses. Et il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, le challenge intellectuel. Il est vrai que les marchés financiers, c'est fascinant. C'est un petit peu comme une partie d'échecs. Il y a effectivement des marchés qui montent, des marchés qui baissent. Il y a pas mal d'intervenants, etc. Et donc, il y a clairement un challenge intellectuel. Deuxième point, la compétition. Et vous savez que vous serez confronté à certains des cerveaux les plus brillants de la planète. À partir de là, effectivement, il faut avoir cet esprit compétitif, il faut avoir effectivement l'envie de se remettre en question tous les jours. Vous arrivez tous les matins à votre bureau, votre compte est à zéro, les comptes sont à zéro. Et bien effectivement, le compteur est remis à zéro. Et donc à partir de là, vous dites ok, une nouvelle journée commence, je dois attaquer, je dois faire le nécessaire pour avoir du vert sur toutes mes positions. Bref, il y a effectivement cet esprit de compétition, cet esprit de je veux gagner, je veux réussir. D'accord, c'est important. Troisième point, la richesse de cette activité qui est tout sauf monotone. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de routine en trading. Chaque jour est un nouveau jour. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des nouvelles économiques, des nouvelles géopolitiques, vous allez avoir tel ou tel homme politique qui va faire telle ou telle petite phrase et à partir de là, ça aura un impact sur les marchés. Vous aurez tel gérant qui prendra de grosses positions. Bref, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de routine, donc c'est une activité qui n'est pas monotone. Peut-être que ça ne vous plaira pas. C'est pour ça que je parle des arguments. Qu'est-ce qui vous attire dans le trading? Peut-être que ça ne vous plaira pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas l'action et qui préfère effectivement être tranquille, avoir un job tranquille, etc. Chacun son truc. D'accord? Mais le plus important, c'est de déterminer les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire du trading. D'accord? Et de vous dire, je veux faire ce job pour telle raison. C'est important. La flexibilité et l'autonomie que procure ce job. Ce job procure une flexibilité unique en son genre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé d'être à Paris, d'être à Tombouctou, d'être au Kazakhstan pour faire du trading. On peut être où l'on veut. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir des compétences, d'accord? Et à partir de là, effectivement, vous pouvez faire du trading depuis n'importe quel endroit de la planète. Donc, on est très flexible. Ensuite, on est autonome. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss. Son boss, c'est soi-même.
D'accord? Si vous êtes bon, vous gagnez. Si vous êtes mauvais, vous perdez. Tout simplement. Donc, flexibilité, autonomie. Dernier argument que moi, je n'aime pas, c'est gagner de l'argent. Pour moi, gagner de l'argent, c'est le résultat du processus. D'accord? Il faut d'abord être passionné par ce job avant d'envisager un gain financier. Mais le gain financier, effectivement, c'est le résultat de ce travail. Et si vous travaillez bien, effectivement, il y a beaucoup d'argent dans ce domaine. Posez-vous les bonnes questions, mais surtout recherchez les bonnes réponses. Moi, je vous recommande vivement de faire ces recherches, de prendre du recul, de faire le travail nécessaire pour trouver les bonnes réponses. Voulez-vous devenir trader? Il est donc important de déterminer les raisons pour lesquelles vous souhaitez exercer ce métier. Pour moi, il faut aimer le trading, il faut que cet amour soit même proche de la passion. J'aime le trading, j'ai écrit des bouquins sur le trading, j'ai lu tous les bouquins sur le trading, je ne m'ennuie jamais en faisant du trading. Si vous n'aimez pas le trading, si vous n'avez pas une passion pour cette activité, vous l'oubliez. D'accord? Faites autre chose. Donc, il faut avoir une passion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme pour le sport de haut niveau, comme pour les études, si vous ne fournissez pas les efforts nécessaires, les probabilités de réussir sont faibles. Et donc, si vous n'avez pas un minimum d'intérêt pour ce métier, pas la peine de le faire, parce qu'effectivement, vous n'irez pas jusqu'au bout. Conseil numéro 2 à présent, fixez une date limite pour réaliser votre rêve. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « je vais devenir trader ». Elles ne le deviendront jamais. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je vais perdre 50 kilos ». Elles ne les perdront jamais. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « je veux arrêter de fumer ». Elles n'arrêteront jamais de fumer. Bref, je pense que quel que soit le domaine, il faut fixer une date butoir. Se dire « ok, voilà, la limite. Je veux avant telle date devenir bon dans ce domaine. Je veux avant telle date être capable de faire un 100 mètres en moins de, 13 secondes. On va pas parler des 10 secondes, etc. Bref, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un objectif, d'avoir une ambition et de se dire je vais tout faire pour le réaliser. J'espère que vous m'avez compris. Donc 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que pour moi c'est une date optimale, c'est une période optimale, c'est une durée optimale. Donc sans date butoir, vous ne réussirez jamais. Donc première chose, vous avez la certitude de vouloir devenir trader. Une fois cette certitude acquise, vous fixez cette date limite. Cette date limite, elle sera d'1 an, 2 ans maximum. J'ai une personne qui fait partie de mes étudiants qui m'a dit voilà, moi je me suis donné 5 ans parce que j'ai un travail, j'ai d'autres activités, etc. Pourquoi pas? Même si, et je vais vous expliquer pourquoi. En 1 an, on peut faire énormément de choses si on est très concentré, si on le fait de manière intense. Donc pour moi, 1 année, c'est un délai raisonnable pour disposer de connaissances solides du domaine si on travaille dur. Plusieurs avantages de se fixer une date limite. Tout d'abord, on se met une pression positive. On est totalement focalisé, concentré sur la chose. Deuxièmement, on travaille de manière beaucoup plus efficace. On pense aux étudiants par exemple. Alors, je sais que parmi les personnes qui regardent les vidéos, il y a beaucoup d'étudiants. Vous le savez bien, juste avant les examens, vous êtes super performant. Pourquoi? Parce que vous travaillez dur, parce que vous dites ok, il y a une date limite, je dois limiter la casse, limiter les dégâts, ou alors je veux obtenir une mention pour accéder à tel ou tel master. Bref, vous faites le maximum en un laps de temps limité. Et donc, cette date limite, l'avantage, c'est que ça vous permet de vous mettre une pression positive. Ça permet également de travailler de manière plus efficace. Et ce concept, moi, je l'ai appliqué à la TKL Trading School. C'est-à-dire que mon but, c'est que mes étudiants acquièrent le maximum de connaissances possibles en un temps limité. On peut, en effet, faire beaucoup de choses en 1 an. Beaucoup de choses. Plus de choses que vous n'imaginez. Par exemple, pour ceux qui passent des concours, on peut passer l'agrégation en 1 an. Donc si effectivement vous êtes un tueur au niveau du travail, etc., l'agrégation, école normale supérieure, les gens préparent, mais de manière intense, ce concours, qui est un concours de très haut niveau. Mais c'est 1 an. Ensuite, HEC. On peut effectivement préparer ce concours en 1 an. Harvard, etc., etc., etc. Il y en a pas mal des concours qu'on peut préparer en 1 an. On peut également préparer une compétition prestigieuse, les Jeux Olympiques, compétition d'échecs. Généralement,
Les sportifs de haut niveau, alors bien sûr, ils sont entraînés jeunes, etc. Ils ont des aptitudes, bref, ok, on est d'accord. Néanmoins, en un an, si on bosse dur, je peux vous assurer qu'on peut réaliser des progrès considérables. Et qu'un sportif qui avait un certain niveau peut en un an, voir son niveau augmenter de manière considérable s'il travaille de manière intense. Donc croyez-moi, on peut réaliser un bond considérable en un an. Je vais prendre mon exemple. Mes bouquins, ça m'a demandé une année. Une année de travail intensif. Alors c'est vrai que je ne dormais pas beaucoup, pas plus de 5 heures par jour. Il est vrai aussi que mon but était d'écrire les ouvrages de référence, l'ouvrage de référence à l'origine, puisque j'avais envie d'écrire un ouvrage, puis mon éditeur m'a proposé de scinder l'ouvrage en deux. Ce que j'ai accepté parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Finalement, ça a donné l'art du trading et la psychologie des grands traders. Donc un an de travail intensif pour ces deux ouvrages. Je ne dormais pas beaucoup, je ne voyais pas beaucoup mes amis, mais voilà, j'avais l'ambition de publier ces deux bouquins, d'en faire les bouquins de référence dans leur domaine. Et c'est chose faite. C'est chose faite, c'est bon, c'est du passé maintenant, mais je l'ai fait. Vous voyez un petit peu le principe. Le principe, c'est de se dire, je bosse à fond, j'ai envie d'atteindre cet objectif et je vais tout faire pour l'atteindre. Donc, cette période, cette durée d'un an, effectivement, pourquoi ? Eh bien, si vous travaillez de manière intense, vous pouvez apprendre beaucoup plus en un an qu'en 10 ans. On va revenir sur les bouquins. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent, Tammy, j'ai envie d'écrire un bouquin. Des personnes qui enseignent à Dauphine, à Assas, dans des grandes écoles, qui sont diplômées d'HEC. Véridique, hein ? Donc des personnes qui ont tout de même un bon niveau intellectuel, etc., qui viennent, qui me disent « Tammy, j'ai envie d'écrire un livre ». Je leur dis « Avec grand plaisir. Vous voulez écrire un bouquin en économie, en finance, en bourse ? Je suis directeur de collection chez Erol. Je peux vous publier. Il faut juste que le bouquin soit sérieux, qu'il y ait un plan bien ficelé et qu'effectivement, le contenu soit de bonne qualité, qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. Point. C'est ce que je leur demande. Eh bien, figurez-vous que beaucoup de personnes me disent oui, 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 et je ne reçois rien. Et donc, à partir de là, une chose est sûre, c'est que beaucoup de personnes n'iront jamais jusqu'au bout. Beaucoup de personnes vont abandonner. Pourquoi ? Parce qu'elles se diront c'est pas fait pour moi, c'est dur, ou tout simplement paresse. Simple paresse. Elles n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, c'est le cas. Tant pis pour elles. Le cas Martin Schwartz. Alors ça, c'est un cas d'école pour moi. C'est un cas que j'applique d'ailleurs, que ce soit au sein de la TKL Trading School, mais c'est également un cas qui m'a beaucoup inspiré. Donc Martin Schwartz est un brillant élève, MBA de Columbia en 70. Il effectue son service militaire chez les Marines et ça l'aidera à s'endurcir psychologiquement. Donc, il a travaillé pendant 10 années en tant qu'analyste financier. Et durant cette période, il ne fait que perdre. Il ne fait que perdre en trading. Il parle à sa femme, il lui dit « Écoute, je suis passionné de trading, j'ai envie de réussir dans ce domaine, mais je ne sais pas. » Elle lui dit « Ok, donne-toi une date butoir et fais le maximum pour réussir dans ce domaine. » Il se dit « Ok, pourquoi pas ?» Donc, il est toujours analyste. Et pendant la séance de trading, il fait du trading. Donc il s'est arrangé pour avoir un bureau fermé, pour mener en parallèle ces deux activités. C'est ce qu'il a fait pendant un an. Donc il se met sérieusement au travail, il développe un plan de trading, il se donne une année pour réussir. Il recrute entre guillemets un coach puisqu'il a un mentor, Zollner, qui vient, qui le conseille, etc. Il a également une méthode qu'il a acquis chez une personne qui a effectivement une méthode assez intéressante pour lui. Bref, il développe une méthode, il se fait coacher, il travaille dur pendant un an et à la fin de l'année, il gagne 100 000 $. Et il se dit, ok, j'ai réussi à gagner 100 000 $ en un an, c'est que je peux le faire de manière indépendante. Et à partir de là, donc pendant 10 ans, il n'a fait que perdre. Et en un an, il a réalisé une performance correcte. Et à partir de là, il passe du statut de perpétuel perdant au statut de trader performant. Il gagne la première année après avoir quitté son emploi 600 000 $, puis 1,2 million de $, et ensuite, effectivement, pendant plusieurs années consécutives, il gagnera beaucoup plus de 10 millions de $ par an.
en travaillant uniquement pour son compte. Pour moi, Schwartz est la preuve que la persévérance est payante. D'accord ? Il n'a commencé à gagner de l'argent qu'après 10 années de pertes. Je répète, 10 années de pertes. Mais il s'est dit, je peux réussir, je dois réussir, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Donc il avait confiance en lui. Et surtout, pendant ces 10 années, il n'était pas sérieux, il n'était pas méthodique, il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour réussir. C'est la différence elle est là. Ça tient à peu de choses. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait le nécessaire ou pas ? Schwartz ne l'avait pas fait. Et quand il a commencé à le faire, quand il a commencé à être méthodique, rigoureux, et il s'est dit, ok, je veux réussir et je vais tout faire pour réussir, il a réussi. D'accord ? Toute la différence est là. Donc Schwartz est également un travailleur acharné. Pour moi, c'est une qualité importante. Il faut être un bosseur sur les marchés. D'ailleurs, parmi mes étudiants, ceux qui réussissent le mieux sont les plus bosseurs. Il faut être un bosseur. Il n'hésite pas à rester longtemps après la clôture des marchés pour faire le bilan de la journée et préparer les analyses du lendemain. Sa réussite a débuté avec un plan d'action et une date butoir. D'accord ? D'où l'importance d'être visionnaire. Pour réussir, il faut une vision. C'est quoi la vision ? C'est de se dire, voilà, je me vois en trader gagnant dans 1 an. Je me vois comme un trader gagnant dans 2, 3, 4 ans. D'accord ? Mais se dire, voilà, je m'imagine en trader gagnant. C'est également un excellent moyen pour se motiver au jour le jour. Vous savez, quand vous passez un concours qui est dur, la seule motivation que vous avez, c'est la vision. C'est de vous dire, je vais devenir, voilà, HEC, polytechnicien, agrégé. D'accord ? Moi, c'est ce que je me disais. Quand je passais l'agrégation, donc c'est un concours très très difficile, bien je me disais, je vais devenir agrégé, je veux devenir agrégé. Je n'arrêtais pas de me le répéter. Et je me suis battu pour le devenir. Donc vous voyez un petit peu encore une fois l'importance de cette motivation, l'importance de cette vision et ce que ça peut faire pour votre réussite. Idem pour mes bouquins, c'était dur parce que je ne dormais que très peu de temps, parce que je ne faisais que ça. J'étais complètement concentré sur les livres. Mais encore une fois, j'avais cette vision. Je me disais, voilà, je veux publier mes bouquins, je veux que mes bouquins soient des ouvrages de référence, j'ai envie de les voir à la FNAC, sur le site Amazon, etc. Bref, c'était pour moi une motivation, une vision. D'accord ? Donc cette vision, elle est importante. Et justement, une vision fortement ancrée dans votre esprit aura des résultats spectaculaires. Cette vision, on la retrouve dans le monde du business. Prenons le cas de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs avait une vision. Tout le monde s'est moqué de lui quand il a sorti l'iPod. Aujourd'hui, on se moque beaucoup moins de lui parce qu'il a réussi un exploit. Dans les années 90, Apple était considérée comme une entreprise has-been. Aujourd'hui, c'est l'entreprise de référence, c'est la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis. Vous avez vu le chemin parcouru ? C'est énorme. Et tout simplement parce que Steve Jobs avait une vision. Et cette vision, effectivement, a permis de faire en sorte qu'on ait un iPod. Enfin, moi, je n'utilise pas d'iPod, mais juste pour la petite histoire. On a les iPods, on a les iPads, on a les iPhones, et ça marche. La vision dans le monde sportif. Donc effectivement, pour devenir sportif, il y a des sacrifices. Il y a un travail qui est surhumain. Eh bien, sans vision, vous n'irez pas très loin. Et la vision, c'est ce qui permet aux sportifs de tenir. Idem en trading. Il faut avoir une vision. C'est ce qui vous permettra de vous battre. C'est-à-dire, imaginez-vous en trader gagnant. Dites-vous, voilà, je veux devenir un super trader. Je veux gagner dans ce domaine. Et à partir de là, travaillez, n'abandonnez jamais. Allez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. Soyez réaliste. Attention, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir Jesse Livermore, Paul Tudor Jones, etc. Ok, pourquoi pas. Et elles veulent le devenir avec $2000 ou 2000 euros. Là, c'est un peu plus difficile. Soyez réaliste. D'accord ? Il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent, voilà, j'ai 10 000 euros, je veux gagner 1 million d'euros en 1 an. Bon, moi, je leur dis, c'est pas réaliste. D'accord ? D'ailleurs, pourquoi c'est pas réaliste ? Parce que même les meilleurs traders pensaient qu'ils ont gagné 1 million d'euros la première année. Non, ils n'ont fait que perdre. Il y a certains grands traders qui ont perdu 3, 4, 5 fois d'affilée avant de commencer à gagner. Donc, au départ, soyez réaliste. Évitez de vous ruiner. Apprenez un maximum de choses, développez les compétences
et ensuite, effectivement, vous pourrez gagner. L'importance des objectifs intermédiaires. C'est quoi un objectif intermédiaire? C'est un objectif qui vous permet justement d'atteindre votre objectif final. Par exemple, vous voulez gagner 1 million de dollars par an. Pas de problème. Mais ça ne se fera pas la première année. Donc à partir de là, effectivement, il faudra vous dire, voilà, moi, la première année, mon but, c'est de gagner les 3-4 premiers mois, de gagner 1000 dollars par mois, pas par jour. Et ensuite, de gagner 3000, 4000. Et puis, au fur et à mesure de votre progression, de vos compétences, etc., vous pourrez monter en puissance. D'accord? Mais au départ, vous devrez effectivement avoir des objectifs réalistes. Succès. La meilleure manière d'acquérir de solides connaissances et compétences est de le faire de manière intense pendant 1 à 2 années. Moi, je vous recommande de consacrer toute votre énergie à la réalisation de cet objectif. D'où encore une fois, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le conseil numéro 1, c'était pourquoi vous voulez devenir trader. Est-ce que vous voulez devenir trader? C'est une fois que vous avez décidé de devenir trader, faites le maximum pour le devenir. Inutile de vous dire que mon 3e conseil, c'est donnez-vous les moyens de réussir. Pourquoi donnez-vous les moyens de réussir? Parce que pour gagner en trading, vous devez être mieux préparé que la concurrence. Imaginez-vous sur un ring. Vous allez affronter un boxeur poids lourd, type Mike Tyson ou autre. Pensez que vous ferez le poids? Vous ferez le poids très longtemps? La réponse est non. Pour affronter un sportif de haut niveau, il faut effectivement également faire du sport de haut niveau et se préparer. Et beaucoup de personnes arrivent en trading, elles ont un écran, elles ont un compte chez un courtier, etc. et elles se croient déjà dans la cour des grands. Eh bien, désolé de les décevoir, ça ne suffit pas d'avoir 6 écrans, un compte chez un courtier et un capital. Ça ne suffit pas du tout. Il y a un boulot avant. D'accord? Et ce boulot, il est essentiel, il est extrêmement important. Croirez-vous, par exemple, une personne qui vous dit « Je vais faire de vous un excellent joueur de tennis en 4 mois ». Direct, vous direz c'est un rigolo. Le problème en trading, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de formation, par exemple, qui vous disent « Voilà, il y a un séminaire d'1 semaine ou de 2 semaines. Et à la fin de ces 2 semaines, franchement, vous allez devenir super bon. » Bon, désolé de vous décevoir, ça n'existe pas. Et si c'était le cas, ça se saurait. D'où encore une fois l'importance de travailler sur la durée, de le faire de manière sérieuse, d'accord? Pour moi, le trading, c'est comme des études de haut niveau, d'accord? Une formation solide doit se faire sur la durée. Un dentiste, il ne devient pas dentiste en 2 mois, un pharmacien ne devient pas pharmacien en 6 mois, un chirurgien ne devient pas chirurgien en 1 an, d'accord? Ça demande du temps. Maintenant, effectivement, en trading, vous pouvez acquérir des compétences assez rapidement, mais pas en 2 semaines, pas en 3 semaines. D'où, encore une fois, l'importance de travailler sur la durée. Ça vous permettra d'assimiler à votre propre rythme les principaux concepts, de développer les automatismes nécessaires, etc. Vous devrez donc acquérir de solides connaissances. C'est quoi les connaissances? Donc, lire de bons bouquins, solide connaissance de marché, une culture de marché, donc la psychologie des foules, connaître les classiques, le bouquin de Jesse Livermore, les bouquins de Schwartz, les bouquins de Schwager sur les sorciers des marchés, etc. Donc ce sont des bouquins très instructifs qui vont vous apporter énormément. Mes bouquins entre guillemets, bien sûr, si ça vous intéresse. Étudiez également les graphiques boursiers quotidiennement. Suivre des formations, séminaires de haut niveau, c'est également extrêmement important. Acquérir de solides compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser les marchés. Vous devez comprendre ce qui fait bouger un marché. Pourquoi ça monte? Pourquoi ça baisse? La psychologie, l'analyse technique, etc. Vous devrez également maîtriser votre marché parce qu'encore une fois, et moi j'insiste sur l'importance de la spécialisation. Il ne sert à rien de vouloir travailler sur tous les marchés. D'accord? Vous avez des personnes qui sont sur les actions, les devises, les matières premières et elles font quoi? N'importe quoi. D'accord? Focalisez-vous sur quelques actions ou quelques devises et devenez un spécialiste de ces marchés. Pour réussir en trading, il y a effectivement 2 paramètres importants. Tout d'abord, il y a le facteur temps. Le temps, c'est quoi? C'est le temps pour apprendre, pour assimiler, pour progresser. Vous ne deviendrez pas trader du jour au lendemain.
Il y a également l'argent. C'est quoi? C'est le capital de trading. C'est également, et l'avantage du trading par rapport à d'autres activités, c'est qu'il n'y a pas des investissements énormes. On peut effectivement, on le verra juste après, mais c'est pas énorme, c'est pas considérable. On prend par exemple, on va opposer deux choses. Un restaurant au trading. Dans le cas d'un nouveau restaurant, donc effectivement, vous avez trouvé une idée ou un concept original, vous dites tiens, ça peut marcher, etc. Ensuite, il y a des investissements. D'accord? Et ces investissements peuvent être conséquents. Par exemple, il y a de la publicité, télé, radio, flyers. Vous allez recruter du personnel, cuisiniers, serveurs, comptables, etc. Vous allez également acheter ou louer des locaux, les décorer, emprunter auprès de la banque, etc. Bref, il y a des investissements qui sont conséquents. En trading, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que les investissements fixes sont faibles. C'est-à-dire qu'avec 2000 euros, vous avez déjà une plateforme de trading. Vous pouvez ouvrir un compte chez un courtier avec 3, 4000, 5000 euros au grand maximum. Et alors, c'est pas suffisant pour faire du trading, mais vous pouvez commencer avec 5000 euros. C'est ça ce qui est important. Et l'investissement immatériel est le plus important. C'est-à-dire qu'en trading, le plus important, c'est quoi? C'est d'acquérir des compétences. Et ces compétences, une fois acquises, eh bien, elles restent, mais surtout, il est tout à fait possible, effectivement, de monter en puissance. Par exemple, parmi mes étudiants, j'ai des étudiants qui sont bons et certains à qui on a proposé de gérer de l'argent. Donc, c'est bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez ces compétences, vous pouvez très bien monter en puissance. Le plus important, c'est quoi? C'est les compétences, c'est l'immatériel, la matière grise. Après, vous pouvez tout à fait travailler pour quelqu'un, travailler dans un fonds, gérer l'argent familial, etc. Bref, il y a plusieurs possibilités. Mais au départ, soyez prudent, travaillez dur, essayez d'acquérir le maximum de connaissances et d'acquérir les compétences les plus solides qui soient. Prendre ces précautions. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les marchés, qui quittent leur emploi, qui se disent « Tiens, je vais faire du trading ». Le problème, c'est qu'elles se mettent une pression trop importante. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vivre pendant un an. Ou au moins avoir une activité en parallèle. Donc une activité qui puisse vous permettre de gagner votre vie, de subvenir à vos besoins et d'éliminer ce stress. C'est quoi le stress? C'est le stress qui consiste à se dire « je dois à tout prix gagner ». Disposer donc également d'un capital suffisant. Impossible de devenir millionnaire avec 1000 $. Ou alors, il faut avoir beaucoup de chance. Investir uniquement également ce que vous êtes capable de perdre. C'est important. Prendre ces précautions. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adage boursier qui est très célèbre qui dit « Scared money never wins ». L'argent qui a peur ne gagne pas. Et c'est quoi l'argent qui a peur? C'est-à-dire que si effectivement vous investissez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, eh bien, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que si par exemple vous empruntez, vous avez des traites tous les mois, ça va vous mettre une pression énorme. Si vous hypothéquez votre maison, vous aurez une pression terrible. Donc, il faut envisager une transition en douceur vers le trading. Et là, on peut reprendre le cas de Schwartz, qui est très intéressant. Schwartz n'a pas quitté son emploi du jour au lendemain. Il s'est dit, je veux devenir trader, je vais tout faire pour devenir trader. Mais il n'a pas quitté du jour au lendemain son job et il a dit, ok, je deviens trader. Non. Il s'est dit, ok, je vais d'abord tester ce que je suis capable de faire. Et je vais me donner un an, je vais travailler de manière intense, je vais faire tout ce qu'il faut. Et si je sens que j'ai le niveau pour et que je suis prêt à faire cette transition, je la fais. D'accord? Et Schwartz, c'est l'exemple qui, à mon sens, est le bon exemple. Contrairement à un trader rencontré au salon de l'analyse technique en mars 2000. Ce trader avait réussi de belle manière dans les années 90. Mais dans les années 90, tout le monde réussissait. Pourquoi? Parce qu'on avait des marchés haussiers et il suffisait d'acheter une action pour gagner. Donc, il quitte son job dans l'informatique. Il emprunte de l'argent. Il avait gagné des centaines de milliers d'euros dans les années 90. Et il emprunte de l'argent. Il quitte son job et il investit tout avec un effet de levier 5. Malheureusement pour lui, on a le crack. Il est ruiné. Il perd toutes ses économies et en plus, il est endetté. D'accord? Donc, on voit là un cas extrême. Faites attention et ne faites pas n'importe quoi sur les marchés, s'il vous plaît. Conseil numéro 4, soyez indépendant. Soyez indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de suivre les gourous.
D'accord? Même si moi, Tammy Kaba, je vous dis le marché va monter, ne me suivez pas. Ne vous basez jamais sur l'opinion des autres pour prendre une position. Basez-vous sur ce que dit le marché, sur vos graphiques, sur votre analyse de marché. Et donc, les compétences sont importantes. Pourquoi? Parce que parfois, on a ces phénomènes de foule. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous avez tout le monde qui pense la même chose. Et quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il faut faire l'inverse. D'ailleurs, j'oblige mes étudiants à effectuer eux-mêmes leur propre diagnostic de marché et leur stratégie pour la séance. D'accord? Parce que c'est en faisant ce travail qu'ils deviendront bons. C'est fondamental. Si vous prenez une position, vous devrez impérativement savoir pourquoi et être capable de la couper rapidement si les raisons ne sont plus valables. Imaginez le cas d'une personne qui demande conseil à une autre. Donc la personne lui dit voilà, il faut acheter Société Générale. Je prends Société Générale au hasard. Et cette personne se dit ok, j'achète Société Générale. Le titre Société Générale se retourne et la personne garde la position. Et elle n'a pas le réflexe de se dire mais est-ce que le scénario est encore bon? Est-ce qu'il est valable? Est-ce que je peux conserver la position? Petite histoire en passant. Mon cousin m'appelle, alors c'était juste avant l'effondrement de la Société Générale. Il m'appelle en 2008, il me dit, voilà, Tammy, j'ai plein de titres de la Société Générale et je ne sais pas ce qui va se passer. Tu en penses quoi? Le titre Société Générale valait 90 euros. 90 euros. Écoute, moi je regarde les graphiques, je vois les divergences, je vois les signaux baissiers. Je lui dis, ça sent pas bon. Il faut sortir de cette position. Il ne sort pas de sa position, bien sûr. Le marché s'effondre. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il m'avait dit oui au départ. Donc moi, je pensais qu'il a été sorti de cette position. Mais dans les faits, il n'est pas sorti de sa position. Il ne me l'a dit que bien plus tard. Et malheureusement, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de conseiller, je pense. D'où encore une fois l'importance d'avoir ses compétences, d'avoir la capacité de prendre soi-même ses décisions et de ne pas se baser sur les autres pour prendre ses décisions. Donc être capable d'établir son propre diagnostic de marché est la meilleure manière de progresser et de devenir bon en trading. Cette indépendance, on la retrouve également chez les grands traders, notamment Bernard Baruch. Baruch, milliardaire américain, spéculateur de génie, de renom, qui demandait toujours à ses courtiers de ne pas lui parler d'un titre sur lequel il était positionné. Donc pour la petite histoire, quand j'étais à Londres, donc je bossais au sein d'un hedge fund, et mon boss à l'époque était plus analyse fondamentale. Et donc il aimait bien écouter ses courtiers. Et un jour il vient et me dit, voilà, Tammy, mon courtier m'a dit d'acheter Bouygues. Et donc il me pose la question, je regarde les graphiques, je lui dis c'est super baissier, il ne faut pas acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète quand même. Et ça m'a appris une chose, encore une fois, c'est que beaucoup de gens finalement sont influencés par les courtiers, par ce bruit. Et j'insiste énormément sur l'indépendance. Soyez indépendant. N'écoutez pas les autres, ne suivez pas les autres, même moi. D'accord? Ne m'écoutez pas. Encore une fois, vous pouvez m'écouter quand il s'agit de trading, de coaching, etc. Donc c'est mon domaine de prédilection. Mais ne suivez pas mes analyses. C'est la raison pour laquelle je pourrais gagner plein d'argent en donnant des analyses. Je ne le fais pas. Parce que je sais que c'est pas forcément une bonne chose. Tout simplement, d'accord? Que ça n'apporte pas un plus. Il y a plein d'analystes, plein d'économistes. Moi, je me suis focalisé sur mon trading et cette école de trading, je considère que c'est un super concept, que ça permet d'aider les gens, de développer des compétences et c'est la raison pour laquelle je suis très enthousiaste sur ce concept. Et encore une fois, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est d'être indépendant, de ne pas suivre les autres, de se fier à son jugement. Et c'est très important. Se fier à son jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas écouter les autres. Comme Jesse Livermore, il préférait se fier à son jugement et il a toujours refusé de s'associer à une autre personne dans son trading. Je vais revenir ici sur un diagnostic contrariant dressé en septembre 2009. Donc, pour la petite histoire, en 2009, on a un marché qui progresse fortement, le marché qui gagne 54% depuis les plus bas dessinés en mars 2009. Et on a pas mal de professionnels qui évoquent un essoufflement probable. Je suis d'ailleurs à la même période
conviés à une table ronde organisée par le Revenu le 3 septembre 2009 à 9 h, je précise. On a plusieurs protagonistes, donc des personnes qui sont tout de même assez connues dans le domaine de que ce soit l'analyse fondamentale, la gestion, mais également l'analyse technique. Et parmi les protagonistes, donc il y a Sébastien Corchia, donc qui a un sentiment assez pessimiste, qui dit voilà, on a progressé de manière assez forte et donc ça ne devrait pas durer. André Malpel qui est également assez baissier, Mostafa Belkayat qui dit la bourse va baisser, et mon avis effectivement c'est que qu'est-ce que je réponds à tout ça? Je dis l'ampleur du pessimisme ambiant, et l'ampleur du pessimisme c'est mes confrères, mais on a également, j'avais pas mal d'analystes qui pensaient la même chose, et à Wall Street on pensait la même chose. Il faut savoir qu'en juin 2009, 2/3 des experts de Wall Street étaient baissiers. Donc on a tout de même ce consensus dominant, on a plein d'experts qui sont baissiers. Et pourtant en 2009, la bourse n'a fait que monter. Donc qu'est-ce que je dis? L'ampleur du pessimisme ambiant, alors que les marchés montent, est un signe favorable pour la future tendance. Les indicateurs de vitesse RSI sont bien orientés sur un nombre croissant de grandes valeurs. Les bourses sont entrées dans une zone de consolidation, etc. Mais là, c'est plus sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans des mouvements de swing. Et la configuration, elle était clairement haussière. Vous le verrez avec la vidéo sur les indicateurs, pour ceux qui ne maîtrisent pas les indicateurs. Mais j'avais des indicateurs qui étaient super acheteurs. Il ne fallait certainement pas vendre le marché à ce moment-là. D'accord ? On a également, quand on voit ce qui s'est passé après la table ronde, bien le marché n'a fait que progresser. On a un consensus pessimiste, que tous les experts nous expliquaient que le marché allait s'effondrer, etc. On est passé de 3550 à 4050, voire même plus haut, et le marché a fortement progressé. Donc on voit encore une fois l'importance d'être indépendant, l'importance de ne pas se baser sur ce que disent les autres pour prendre des décisions. Et enfin, en conclusion, je dirais que l'analyse ne suffit pas. C'est-à-dire il ne suffit pas de faire une analyse pour gagner sur les marchés. D'ailleurs, vous pouvez même vous tromper sur votre analyse et gagner. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire, je me trompe, j'ai une analyse, je suis haussier par exemple sur le marché ne dessine pas mon scénario, mais mon expérience m'a permis de prendre une position au sens inverse. C'est-à-dire, au lieu d'être acheteur, je suis passé vendeur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, mon diagnostic de marché a changé et les conditions de marché ont changé, et donc mes positions sur le marché ont été prises en conséquence. 5e conseil, oser trader et accepter de perdre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont rester au stade de la théorie, c'est-à-dire qu'elles ne passeront jamais à l'action. Beaucoup de personnes n'ont jamais passé à l'action. Pourquoi ? De peur d'échouer. Elles ont peur de perdre ou de perdre la face. On s'en fiche. Il faut oser dans la vie, il faut faire des choses. Comment je suis devenu un winner en apprenant à perdre ? Ce n'est pas de moi, c'est de Martin Schwartz. On voit bien l'importance d'apprendre à perdre et d'oser perdre. Donc il y a tout d'abord cette notion de persévérance. Il est important d'y croire. Beaucoup de personnes veulent gagner dès le premier jour. Elles se disent, je veux devenir bon. Le problème, c'est que déjà, c'est pas bien, c'est déconseillé. Pourquoi ? Parce que gagner à court terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chance du débutant. Ça veut dire qu'on ne fait pas bien son job, d'accord ? Parce qu'on n'a pas les bons réflexes, on se dit c'est facile, on a cette sensation de facilité. Et ça peut effectivement avoir des conséquences irrémédiables sur son portefeuille, mais également sur la manière de trader. Donc il vaut mieux perdre au départ, se prendre une ou deux baffes, se dire aïe, c'est dangereux. Prenons le cas par exemple de la moto. Pour ceux qui ont déjà fait de la moto, il y a des personnes qui effectivement au départ prennent un peu trop d'assurance. Et puis ensuite elles prennent de plus en plus de risques jusqu'à ce qu'elles se fassent très mal. Il y a d'autres personnes qui se font mal dès le départ. Et quelque part ça les choque, ça les traumatise, mais en même temps, alors ça les traumatise au sens où ensuite elles ont beaucoup plus peur. Mais au moins, effectivement, ça leur a appris une chose, c'est que c'est dangereux de faire de la moto et qu'il faut le faire de manière prudente. Idem en trading. C'est dangereux de faire du trading, soyez prudent. D'accord ? Le trading, c'est un métier exigeant et il n'y a pas de raccourci pour réussir. Il est donc important d'y croire. Je cite Jesse Livermore. Si un homme ne croit pas dans ses capacités, dans ses chances de réussir, il ne gagnera pas sa vie dans ce business. Vous devez donc être convaincu de pouvoir réussir et faire le nécessaire pour réussir.
D'accord? Si vous n'avez pas confiance dans vos capacités, vous échouerez. Donc pour réussir, il faut croire dans ses chances de réussite. Et ces chances, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si tout le monde se moque de vous, hein, quand j'ai écrit mes bouquins, je pensais que mes amis me disaient super, tu seras publié. Mais tout le monde me disait tu ne seras jamais publié. Je ne peux pas, mais c'est assez impressionnant. Quand je voyais les gens, je leur disais voilà, je vais écrire un bouquin, je suis en train de publier un bouquin. Toutes ces personnes me disaient tu ne pourras jamais publier tes bouquins. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été jusqu'au bout de mon processus, j'avais confiance en moi, j'avais confiance dans mes chances de réussir. Pourquoi? Parce que j'avais le background, donc l'expérience professionnelle, j'avais les diplômes, et je savais que j'allais que j'allais écrire des bouquins de qualité, avec une vraie valeur ajoutée. Mes bouquins non seulement ont été publiés, mais j'ai été invité par les plus grands éditeurs, et puis j'ai fait mon choix, puisque j'avais le choix. Et on m'a même proposé le poste de directeur de collection, c'est-à-dire diriger une collection et recruter des auteurs. Donc vous voyez, encore une fois, personne ne croyait dans mes chances de réussir et j'ai réussi. C'est à vous de croire en vous. Personne ne croira en vous, hein, donc c'est à vous de faire le nécessaire. Donc pour réussir, vous devez croire dans vos chances de réussir. Si vous doutez, vous échouerez, car vous n'effectuerez pas les efforts nécessaires. La persévérance est clé dans tous les domaines. Par exemple, réussir un concours d'accès aux grandes écoles, gagner une compétition sportive, gagner en trading, écrire des livres, d'accord? Elle est partout cette persévérance. Donc vous devez aller jusqu'au bout. Quelques-uns des plus grands traders ont d'ailleurs tout perdu à leur début. Certains ont même été ruinés à 3 ou 4 reprises avant de gagner régulièrement sur les marchés. Prenons le cas de Michael Marcus. Michael Marcus est un trader d'exception. Eh bien, Michael Marcus a été ruiné à 5 reprises avant de gagner de manière régulière sur les marchés. Recruté par Commodities Corp, d'ailleurs, il avait réussi à transformer un capital de 30 000 $ au départ en 80 millions de dollars en moins de 10 ans. On voit bien encore une fois l'importance de la persévérance, de croire en soi, de croire dans ses chances de réussir, d'aller jusqu'au bout. C'est clé. Réussir en trading demande un certain courage. Le courage d'essayer, le courage d'échouer, le courage de réussir et le courage de continuer malgré les difficultés et les obstacles. Signé Michael Marcus, je signe moi aussi parce que c'est à mon sens une belle citation et elle est pleine d'enseignements. La confiance en soi. Vous devez avoir confiance dans vos chances de réussir. D'accord? Même lorsqu'ils perdent, les grands traders ne doutent jamais. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui durent dans ce métier et ceux qui sont éliminés à jamais. Soros, par exemple, a gagné, a perdu des milliards de dollars, mais il a continué, il a persévéré. Donc sans confiance dans vos capacités, vous ne ferez pas long feu. Là, je vais m'attarder sur Tom Baldwin de King, le roi. Pourquoi le roi? Le roi du pit de Chicago. C'est une véritable légende et d'ailleurs on le surnommait le roi du pit de Chicago. Imaginez ce monsieur, il n'a pas de bagage académique, c'est un boucher. Donc il a un diplôme mais pas de Harvard, etc. Il travaille comme boucher et il se dit j'ai envie de faire du trading. Bon, il débute sur les marchés en 82, il a 25 000 $ en poche, donc c'est ses économies, une femme enceinte, aucune connaissance des marchés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur le pit, il regarde les autres, il prend de petites positions et il apprend. Et quand il se dit, ok, là j'ai appris plein de choses, là j'ai maîtrisé un petit peu le concept, il monte en puissance, d'accord? Donc malgré ces lourdes contraintes, parce que c'était pas évident, hein, femme enceinte, pas beaucoup d'argent, pas vraiment de compétences, etc. Malgré ces contraintes, il devient millionnaire en dollars en un an. Alors c'est une success story à l'américaine, mais bon, ça fait plaisir les success stories, c'est stimulant, mais c'est pas impossible. Mais encore une fois, il y a du boulot. Et il devient par la suite l'un des plus gros intervenants sur le marché des T-bonds. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup trop de personnes ne réussiront jamais car elles n'auront pas osé. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se disent j'aurais pu, j'aurais dû, si. Ces personnes, malheureusement, n'ont jamais été jusqu'au bout. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vous disent voilà ceci, voilà cela. Non. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Conseil numéro 6 à présent, l'humilité. Pour moi, c'est un conseil clé.
le marché a toujours raison. Là, je vais revenir rapidement sur un cas d'école. Donc, on a le marché, on est en octobre 2008. Donc, Renault qui baisse fortement, qui perd 50% de sa valeur. Alors, on a un professeur très connu au sein d'une grande école de commerce. Alors, je ne vais pas donner le nom, j'ai pas envie de me faire d'ennemis, j'en ai déjà assez. Donc, professeur de finance dans une grande école de commerce et il nous explique qu'il se base sur les fondamentaux et qu'il essaie de faire preuve de bon sens. Pourquoi? Parce que le marché a fortement baissé et il se dit ça ne peut pas continuer ainsi. Et il sort des arguments, il sort l'artillerie lourde d'ailleurs. Il nous explique que Renault est valorisé à 7,3 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 années et demie de bénéfices. Il nous explique également que les usines de Renault valent 13 milliards d'euros, que les stocks avoisinent 7 milliards d'euros, un tout de 20 milliards d'euros, un total de 20 milliards d'euros. Et il finit en disant c'est du délire, c'est du n'importe quoi, la bourse a de fortes chances de se reprendre. Malheureusement pour lui, Renault s'effondre et on passe de 50 euros à 10 euros, c'est-à-dire un cours qui est divisé par 5. Le cours se reprend, mais on ne va jamais effectivement renouer avec les précédents points hauts. La morale de l'histoire, c'est que il aurait dû lire les classiques en trading. Il aurait également dû lire Keynes, Keynes qui nous explique que les marchés sont irrationnels et qu'il n'y a rien de plus irrationnel que de penser de manière rationnelle. Il a essayé d'être rationnel dans son approche, ce professeur de finance, en disant voilà, normalement les marchés sont sous-évalués et donc il est bon de les acheter. Mais parfois, effectivement, on a cette psychologie des foules, on a cette peur, on a la panique, ce qui fait que les marchés peuvent décaler fortement, alors que sur un plan fondamental, rien ne permet de le justifier. D'accord? Et Ed Seykota qui a cette phrase que je trouve magnifique, il est inutile d'essayer de comprendre les marchés financiers. C'est comme si une personne essayait de comprendre la musique. Cela n'a aucun sens. Idem, ça ne sert à rien. Reprenons le cas de Renault. Ok, ça a baissé, pourquoi? Parce que panique, parce qu'on a eu d'autres raisons, etc. Mais encore une fois, sur un plan technique, les marchés étaient baissiers. Moi, je n'aurais pas acheté ce marché. Loin de là. Je l'aurais acheté plus tard, mais certainement pas à 50 euros. Et d'ailleurs, tous mes indicateurs sur le plan technique me disaient c'est vendeur. Et c'est ce qui fait dire à Michael Marcus, il faut d'abord sortir, puis rechercher la raison. Sortir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous constatez un mouvement adverse important, par exemple, vous constatez que le marché ne va pas dans votre sens, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez d'abord, puis vous recherchez la raison. C'est ce que fait Marcus. Dès que l'on constate un mouvement adverse important pour lequel nous ne trouvons aucune explication plausible, nous sortons d'abord de la position, puis nous recherchons la raison ensuite. La raison importe peu. Et cette phrase de Jesse Livermore, elle vaut de l'or. Pour moi, c'est d'ailleurs une phrase qui m'a beaucoup marqué durant ma carrière. Derrière chaque mouvement majeur, il y a une force irrésistible. C'est tout ce qu'il importe de savoir. Il n'est pas bon de chercher à comprendre à tout prix le pourquoi des mouvements des prix. Vous prenez le risque de perturber votre esprit avec des éléments inutiles. Reconnaissez juste que le mouvement existe et tirez-en profit en choisissant la direction adéquate pour réaliser un profit. Et comment on peut faire ça? Eh bien, tout simplement en acceptant et en embrassant l'incertitude. Donc, il faut accepter le caractère totalement aléatoire des marchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude sur les marchés. Ça peut monter comme ça peut baisser. Il n'y a aucune explication plausible. Votre but n'est pas, et encore une fois, de rechercher des explications. Votre but, c'est d'anticiper ce que va faire le marché et d'établir les meilleures stratégies possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un risque faible, un potentiel élevé. C'est ça le job du trader. Prenez vos responsabilités. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de se remettre en cause. C'est toujours la faute aux autres. La faute au marché, la faute aux courtiers, la faute aux analystes. À un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Prenez vos responsabilités. Vous voulez devenir un trader? Donc évitez de remettre en cause les autres. Dites-vous, est-ce que j'ai bien fait mon job? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Et qu'est-ce que je dois faire pour devenir bon dans mon domaine? Embrassez totalement l'incertitude. D'accord? Un trader professionnel, il embrasse totalement l'incertitude
grâce à un entraînement spécifique et à des techniques de visualisation des marchés. C'est quoi la visualisation des marchés? C'est qu'avant même l'ouverture du marché, il imagine tous les scénarios possibles. Il se dit, voilà, si ça monte, voilà ce que je fais. Si ça baisse, voilà ce que je fais. Si le marché se stabilise, voilà ce que je fais. Bref, comme un joueur d'échecs, en permanence, il élabore des stratégies et il essaie de repérer les meilleures configurations possibles. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que vous avez aimé. Donc, vidéo assez dynamique, première vidéo. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. À très très bientôt et merci infiniment.